Bleu Normandie. À votre service, Nathalie Morel. France Bleu à votre service pour vos questions à notre notaire ce matin, Hélène Courroy, représentante de la Chambre des notaires du Calvados et de l'Orne, vente immobilière, contrat de mariage, acte de donation, testament, succession. On vous attend au 02 31 44 48 44. Vous pouvez également nous appeler pour témoigner si vous avez décidé de vendre votre bien en viager ou si vous achetez un bien en viager. Quel intérêt vous y trouvez forcément. Donc vos témoignages, comme toujours, nous intéressent. Bonjour Hélène Courroy. Bonjour Nathalie. Merci Bonjour d'être parmi nous ce matin. Alors justement, le viager, on va peut-être commencer par ça. Quel est le principe de la vente en viager et quels sont ses avantages et inconvénients? Parce que je suis sûre qu'il y en a forcément. Alors déjà, la vente en viager, c'est une vente. Ça veut dire que le propriétaire vend son bien, il n'en sera plus propriétaire une fois l'acte régularisé. Le viager, ce n'est juste qu'une modalité de paiement du prix. Dans une vente classique, l'acquéreur paye l'intégralité du prix le jour de la signature. Dans le cadre d'un viager, on prend la valeur du bien immobilier, on déduit le droit d'usage du propriétaire, s'il continue, une fois l'acte réalisé, à occuper le bien, parce que c'est tout l'intérêt du viager. Mais oui. On peut vendre, mais rester dans sa maison quand même. Donc on détermine la valeur du bien et ensuite l'acquéreur paye soit une partie comptant qu'on appelle le bouquet et c'est le solde du prix qui est converti en une rente qui est versée tous les mois ou tous les trimestres au vendeur. Donc l'avantage pour le vendeur, eh bien, c'est cette rente, justement. Tout à fait. Il continue à percevoir une rente jusqu'à son décès. Donc le montant de la rente dépend de la valeur initiale du bien, dépend du montant du bouquet, c'est-à-dire de la somme payée comptant le jour de la signature, et le solde converti en une rente en fonction de l'âge du vendeur. Plus il est jeune, plus on estime que la rente doit durer longtemps, donc plus elle a de la valeur. D'accord. On prévoit également dans l'acte de vente que la rente peut être majorée si le vendeur n'a plus la possibilité de rester chez lui et qu'il doit aller en maison de retraite. Ah oui. La rente augmente, mais le bien alors devient libre, Ouais. donc l'acquéreur peut en prendre possession Ah. ou le mettre en location. D'accord, donc il peut habiter le logement Il qu'il a peut. en viager si la Voilà. personne qui est dedans doit partir. Voilà. Ok. Donc pour l'acquéreur, ça permet un investissement à un coût réduit. C'est vrai qu'en ce moment, on voit le viager qui revient quand même beaucoup. On a eu un coup d'arrêt avec Jeanne Calment, qui avait vendu sa maison en viager. Et il y a son acquéreur et le descendant de son acquéreur qui est décédé avant elle. Ouais. Donc c'est vrai que ça avait C'est l'histoire du film Le Viager voilà, également. ça avait un peu refroidi Oui. les acquéreurs, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus revenir du viager. C'est vrai. Oui. On va pas parler de phénomène de mode, mais pourquoi ça revient alors? C'est une sorte de, c'est rassurant peut-être pour le vendeur, Et plus puis que pour c'est l'acheteur. aussi surtout la nécessité d'avoir une augmentation de revenus. Mais c'est pour ça. Les pensions de retraite sont quand même peu élevées, le coût de la vie augmente énormément, et donc il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir un complément de revenus, et ça permet d'avoir un complément assuré. Voilà. Et quand on a un complément assuré, on vit plus vieux. Voilà. Et puis dans de meilleures conditions, ça dans de meilleures te conditions. permet de rester chez soi aussi. Évidemment. Vos questions pour notre notaire Hélène Courroy ce matin, 02 31 44 48 44 avec Agnès à Bayeux. Bonjour Agnès. Bonjour Maître, bonjour Nathalie. Et une Bonjour Agnès. question pour un testament, c'est ça? Oui, je voudrais savoir, quand on contacte un notaire pour faire un testament, pour se déplacer à domicile quand c'est urgent, celui-ci a combien de temps pour venir?
Alors, pour se déplacer. question intéressante. J'ai pas de réponse à vous donner parce que le déplacement à domicile, il faut que le notaire puisse avoir le temps en fonction de la distance. Il n'y a pas réellement de délai, si vous voulez, parce que en plus tout dépend de la situation de la personne qui ne peut pas se déplacer et qui souhaite faire son testament. Est-ce qu'elle a la possibilité d'écrire ou pas? Si c'est pas le cas et que le testament doit être écrit par le notaire lui-même, ça veut dire que c'est un testament authentique qu'il faut prévoir. Et pour régulariser un testament authentique, il faut la présence de 2 notaires. Donc il faut que 2 notaires se déplacent, 2 notaires qui ne peuvent pas travailler dans la même étude. D'accord. Donc ça nécessite une organisation qui est un peu compliquée. Oui. Non, moi je vous pose cette question parce que ma maman de cœur est décédée maintenant il y a plusieurs mois. Elle a fait une demande auprès de son notaire habituel 4 mois avant son décès. Je dis bien 4 mois, avec 4 relances aussi bien au téléphone, courrier et mail. Et malheureusement, le notaire a pris contact avec elle le jour de son décès. Donc, voilà, c'était simplement ça. Et je trouve dommage qu'en 4 mois, un notaire ne puisse pas assurer, quoi. C'est des circonstances un petit peu malheureuses, mais après je peux pas, je connais pas les circonstances dans lesquelles ça s'est déroulé, mais c'est vrai que dans la même ville, il y a même pas un déplacement, il y avait très peu de ville à ville, voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, votre question à vous, c'était de savoir s'il y a un délai. Non, il n'y a pas de délai pour établir. Il n'y a pas de délai. Voilà, ce testament. D'accord. Bon, donc il n'y en a pas de délai. Voilà, pour répondre à votre question, Agnès. Tout simplement. Voilà, j'ai ma réponse. Je trouvais ça dommage parce que je pense que quand on fait un testament, soit on voit sur le long terme, on se dit je prends mes précautions, soit on se dit c'est vraiment urgent et il faut faire quelque chose. Donc, bon. Voilà, désolée Agnès. C'est aussi pour ça qu'on dit régulièrement que il faut se renseigner et que d'établir son testament, ça ne fait pas mourir, mais il faut anticiper les choses. Il faut se renseigner et puis. Je pense que elle voulait anticiper, mais qu'elle est partie bien trop vite parce que en 4 mois, on savait pas qu'elle allait décéder 4 mois après, mais on pensait quand même qu'en 4 mois, un notaire pouvait se libérer. Tout simplement. Mais bon, c'est fait. Donc, il n'y a pas de... Bon, malheureusement, on n'a pas d'autres réponses à vous apporter ce matin, Agnès. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Pareillement. Bonne journée. Au revoir, Agnès. Allez, nous avons Monique qui nous attend à Ouistreham pour une nouvelle question à notre notaire Hélène Courroy ce matin jusqu'à 10h. Bonjour, Monique. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour, maître. Donc, ma question est celle-ci. J'ai donné il y a 9 ans un studio à ma fille en gardant l'usufruit. Oui. Mais là, avec les nouvelles normes, il y a beaucoup de travaux à faire. Donc, j'ai pas les moyens. Donc, je souhaiterais le vendre. Mais qu'en est-il pour ma fille, pour pas qu'elle soit trop lésée, parce que le même jour, j'avais donné à son frère aussi un studio. Donc, alors pour vendre, donc vous avez conservé l'usufruit, vous avez donc donné la nue propriété à votre fille. Donc déjà, faut que vous soyez d'accord toutes les deux. Oui, on vendre. est d'accord. Bon, déjà c'est pas mal. Et il y a 3 solutions avec le paiement du prix. Une fois que vous avez vendu, soit le prix est partagé entre vous et votre fille. Donc la répartition du prix dépend de votre âge. C'est votre âge qui détermine la valeur de votre usufruit. D'accord. Quand on a eu un usufruit, c'est jusqu'à son décès. Donc plus on est jeune, plus l'usufruit est censé durer longtemps, donc plus il a de la valeur. D'accord. Oui, comme un viager. Voilà, donc on détermine et puis on répartit le prix en fonction de la valeur du droit de chacun. Soit vous utilisez le prix de vente de ce studio pour racheter un autre bien avec votre fille. Vous en usufruit et elle en nue propriété.
on reporte le prix de vente de ce studio sur un autre. C'est possible. Ou alors, votre fille est d'accord pour vous laisser l'intégralité du prix. Et dans ce cas-là, on signe une convention dans laquelle on indique que la part de prix qui devait lui revenir, qu'elle laisse à votre disposition pour qu'au moment de votre décès, elle puisse récupérer cet argent-là, représentant la valeur du studio qui a été vendu, sans avoir d'impôt à payer. D'accord, donc cet argent, je peux le placer et puis... Voilà, et elle le récupérera, et elle récupérera l'intégralité de la somme au moment de votre décès. Et sans impôt. Et sans impôt. D'accord. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités avec le prix. Je pense que c'est celle-ci la mieux. Je peux toucher un peu d'intérêt. Ça dépend, voilà, des souhaits et des besoins de chacun. D'accord. Peut-être que le mieux est d'en parler avec elle aussi. D'en parler avec elle et puis d'en parler avec votre notaire, tout à fait. D'accord. Bon, écoutez, entendez, merci Monique beaucoup. Vous m'avez bien éclairé, hein, vraiment. Vous faites une belle émission. Hein. Avec grand plaisir. On essaie de vous aider au mieux, hein, Monique. Merci à toutes les deux. Merci, journée. Une bonne journée. Ah oui, Sréa. Vous continuez de nous appeler au 02 31 44 48 44. C'est vrai, Hélène Courroy, on a démarré cette émission par le viager. À quel âge peut-on vendre en viager s'il y a, entre guillemets, un âge idéal? Alors c'est difficile parce que il faut... L'acquéreur va payer une rente qui dépend de l'âge de son vendeur et surtout de la durée. C'est ça, faut pas s'appeler jeune calmant, effectivement, mais ça va être difficile de trouver un acquéreur si le vendeur n'a que 55 ou 60 ans. Avec l'espérance de vie aujourd'hui, un acquéreur qui se dit il va falloir que je paye une rente pendant 25 ans, c'est plus difficile à trouver que si le vendeur a 80 ans. On se dit que voilà. Évidemment. Mais il y a un aspect psychologique qui est très difficile dans le viager parce que c'est on cumule l'aléa sur la vie, la durée de vie, avec un aspect financier. C'est très difficile. France Bleu Normandie. À votre service, Nathalie Morel. Vos questions pour Maître Hélène Courroy ce matin au 02 31 44 48 44 ou témoignages, tiens, ce serait bien pour un viager également si vous avez vendu en viager, ça nous intéresse. Allez, nous avons Morissette à 9h30 à 40 ans les Marais, on est dans la Manche. Bonjour Morissette. Oui, bonjour mesdames. Bonjour, votre question. Je voulais un renseignement, c'est au niveau de ma succession. Voilà, j'ai 2 enfants d'une première union et j'ai une enfant d'une une seconde union. Et à la fin de mes jours, je voudrais que ma troisième soit avantagée parce que les 2 premiers, je ne les vois pas, j'ai pas de contact. En revanche, la dernière est très très chaleureuse avec moi. Elle s'occupe de tout, du côté administratif et tout. Et comment je peux faire Alors, voilà, pour qu'il y ait un avantage pour elle. Vous en avez tout à fait le droit, mais il faut faire un testament. Il faut faire un testament, d'accord. Voilà, donc il faut que vous alliez voir votre notaire et il faut faire un testament. Alors après, qui dépend de la consistance de votre patrimoine, mais dans la mesure où vous avez 3 enfants, vous avez le droit. Chaque enfant doit avoir au minimum 1/4 de votre patrimoine et il reste le dernier quart que vous pouvez transmettre à l'un des enfants par priorité aux autres ou à quelqu'un d'autre de la famille. Donc là, en l'occurrence, vous pourriez transmettre la moitié à votre fille et 1/4 chacun aux enfants de votre précédente union. Mais pour ça, il faut faire un testament. Mais il faut savoir que c'est mon bien propre, ce sont mes acquis, hein. Ça change rien. Non, de toute manière, vous ne pouvez faire un testament que sur les biens qui vous appartiennent. Ah bah tout à fait. Donc, il faut rédiger un testament. Alors après, avoir les modalités avec votre notaire. Mais il faut faire un écrit, obligatoirement. Et ce testament-là, je peux le faire de moi-même à main propre.
Oui, vous pouvez l'écrire de votre main. Alors, il y a des conditions. Il faut qu'il soit écrit en entier de votre main, daté et signé. Après, le faire voir par un notaire, c'est toujours bien pour vérifier que toutes les mentions soient bien. Qu'il n'y ait pas de souci quand même. Voilà. Ça bien stipulé, oui. Moi, j'ai un client qui m'a apporté un testament cette semaine, là, qu'il avait rédigé tout seul. C'était je sous-signais et puis tout ce qu'il souhaitait. Mais je sous-signais qui ? Il n'y avait pas son nom, par exemple. Oui, c'est une compétence. Donc, voilà, y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc, voilà, toute l'importance de prendre contact avec votre notaire et puis peut-être aussi qu'il soit conservé chez le notaire. Oui, parce que lorsqu'on conserve les testaments dans notre coffre à l'étude, on l'enregistre sur un fichier national. Et quel que soit le notaire ensuite qui réglera votre succession, il devra interroger le fichier lui révélera qu'il y a un testament. Voilà. Si vous le conservez dans votre tiroir et que c'est l'un des enfants que vous... dessus, oui, d'accord. Voilà, il peut le déchirer et personne n'en aura connaissance. Surtout si c'est pas votre fille, voyez. Voilà. Donc, Morissette, pour répondre à votre question, vous pouvez faire un testament pour privilégier votre fille, mais allez voir un notaire pour que ce soit consigné, d'accord ? Eh bien, écoutez, mesdames, je vous remercie des renseignements. Merci à vous, Morissette. Continuez de nous appeler pour vos questions notaires ce matin pour maître Hélène Courroy, 02 31 44 48 44. C'est ce qu'a fait Chantal à Orbec. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Alors bonjour Chantal. Bonjour madame. Une question sur la succession de vos parents, c'est ça ? C'est ça même. Donc c'est une petite maison qui l'acquéreur est là depuis 4 ou 5 ans en attente. C'est-à-dire la problématique, c'est que on a des neveux qui sont au Brésil. Le notaire les sollicite de par le biais de l'ambassade et tout. Ils ne répondent pas. Donc c'est bloqué à partir de là. Eh oui, mais oui, c'est souvent le problème à l'étranger. Dans une succession, il faut la signature de l'unanimité des héritiers et ensuite il faut l'unanimité pour vendre. Alors quand on est dans une situation de blocage, c'est vrai que on a une procédure en France pour obliger déjà des héritiers à prendre position, sur la succession, de savoir s'ils acceptent ou s'ils n'acceptent pas la succession. Et puis après, c'est une procédure judiciaire pour contraindre au partage ou à la vente d'un bien dépendant de la succession. Le problème, c'est que pour toutes ces procédures-là, ceux qui ne répondent pas doivent être convoqués par huissier. Ah oui, d'accord. Donc dès lors, oui, mais ils ne répondent vraiment pas. Donc dès lors qu'ils sont à l'étranger, il y a une procédure qui est particulière en fonction du pays. L'huissier doit déjà leur renvoyer un courrier recommandé et puis après prendre contact avec les organisations internationales pour envoyer l'équivalent d'un huissier français dans le pays en question. Donc c'est vrai que c'est un process qui est encore plus compliqué. Déjà que c'est une situation qui est difficile, mais ça fait 4 ans que ça dure là. Ah oui, mais oui, puis ça n'aboutit pas. Hein. Et vous n'avez aucun contact avec on a été en contact à un certain moment. Ouais. Et puis parce que j'ai une nièce qui parle très bien la langue et tout, qui a contact. Et là, plus du tout. Hein. Même au niveau de l'ambassade, hein, ils ont, voilà, c'est comme s'ils n'existaient plus. Hein. C'est embêtant. Alors après, peut-être voir s'ils ont accepté la succession ou si on peut considérer qu'ils ont renoncé. Est-ce qu'il y a déjà eu un premier contact? Est-ce qu'ils ont manifesté? Après, ça dépend aussi du lien de parenté entre la personne décédée et puis ces gens-là. Ce sont les enfants de mon frère défunt. Les enfants, d'accord. Ouais. Okay. Bon, mais est-ce qu'il y a un délai à un moment donné? Et oui, c'est ça. Et est-ce qu'on peut pas aussi bloquer cet argent, leur laisser la part? Non. C'est dommage. Non, c'est pas possible. De la laisser à l'étude et les jours où ils se manifestent, voilà, c'est leur part. Nous, malheureusement, et il n'y a pas de délai. À un moment donné, on dit pas maintenant, voilà, le délai est dépassé. Il n'y a pas de délai. Si, enfin, dans le cadre d'une, on aurait en France des enfants qui ne répondent pas, on leur envoie l'huissier. On a une procédure particulière, on leur envoie l'huissier et on leur donne un délai
pour se manifester. C'est ça. Et à défaut de délai, on considère qu'ils ont accepté ou qu'ils n'ont pas accepté. C'est ça. Mais et donc là, on peut le faire aussi. Alors de leur envoyer donc un. Mais il faut effectivement que l'huissier passe par cette procédure particulière d'organisation internationale pour notifier à l'étranger. Alors bien souvent, et ça, le notaire peut s'en occuper. Donc en France, c'est un huissier. C'est un huissier. Ah oui. Alors bien souvent, il faut que les actes qui sont établis en France soient traduits. Oui. Et puis leur soit notifié là-bas et que la notification elle soit reconnue en France. Oui, c'est ça. Oui. Ah, c'est pas fini l'affaire. Hein. Non, j'ai l'impression que ça va pas se débloquer tout de suite, Chantal. Ah, c'est sûr, oui. Bon courage. Mais bon, l'acquéreur, il est pas pressé. Hein, une chance. Si ça dure 15 ans, j'ai l'impression qu'il sera toujours acquéreur, mais bon, voilà quoi. 9h-10h, France Bleu Normandie, à votre service. Nathalie Morel. Alors on a beaucoup de questions et sur notre page Facebook également. Alors il y a Chantal qu'on récupère à Orbec pour une deuxième question, mais on va faire vite, Chantal, oui, d'accord ? Oui. Alors on vous écoute. Oui, c'est juste comment dire, on a participé à la note de la maison de retraite de mon père. Durant les 9 enfants devaient participer. Mais il y en a 3 qui n'ont jamais participé. Est-ce que au moment du partage, est-ce que ça sera signalé qu'ils n'ont pas participé au règlement de ce qu'ils devaient faire de la facture de la maison de retraite, quoi? A priori, oui. Oui. Normalement, le notaire a tout est donné. Voilà, l'obligation alimentaire, l'ensemble des enfants doit y participer. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un jugement qui a obligé les enfants au paiement de la pension ? Non, il n'y a rien eu de fait. Voilà. Alors si c'est effectivement d'un commun accord et que ceux qui avaient moins de moyens n'ont pas avancé, au moment du partage des comptes et du prix de vente, on peut effectivement en tenir compte si tout le monde est d'accord. Hein. Ah oui, si tout le monde est d'accord. Ok. Ouais, vous êtes 9, c'est ça, Chantal. C'est ça, oui. Bon, donc ça complique quelquefois les choses. S'il y en a un qui est pas d'accord, voilà. Ok, oui. Ça sera compliqué de toute façon. Si tout le monde est d'accord, mais de droit, on peut pas remonter sur 10 ans et puis refaire les comptes de ce qui s'est passé dans le passé. Mais ça peut, en tout cas, être le cas. Mais si tout le monde est d'accord, on peut en tenir compte. Voilà. À discuter entre vous. Oui, c'est ça, oui. Autour d'un bon repas. Voilà. Allez. Bon, merci Chantal. Allez, on vous Bonne journée. Au revoir. Alors, sur notre page Facebook, on a Anne-Marie qui nous a... alors, on revient sur le fait de favoriser un des deux enfants, parce que là, on était sur 3 enfants tout à l'heure avec un cas. Cette fois, elle a la part réservataire en cas de succession pour 2 enfants. Elle voudrait favoriser l'un d'eux. C'est pas la même chose quand il y en a 2. Le principe, c'est que toute personne... Alors, on peut pas déshériter ses enfants. Ça, déjà, c'est acquis. On peut pas déshériter ses enfants. Mais... toute personne a une part de son patrimoine qu'on appelle la quotité disponible qui peut être transmise à quelqu'un d'autre, un étranger dans la famille ou à un enfant par priorité à un autre. La part du disponible dépend du nombre d'enfants qu'on a et de la réserve, donc la part que la loi réserve à chaque enfant. Lorsqu'on a un seul enfant, l'enfant doit avoir au minimum la moitié du patrimoine de ses parents. La quotité disponible, c'est donc l'autre moitié. Lorsque l'on a 2 enfants, la part héréditaire réservataire de chaque enfant est d'1 tiers pour chacun. Il reste donc 1 tiers disponible. Comme on avait le cas tout à l'heure aussi avec l'écart. Peut avoir 2 tiers, l'autre n'aura qu'un tiers. Oui. Lorsque l'on a 3 enfants ou plus, la part réservataire est d'1 quart pour chaque enfant, s'ils sont 3, 1 quart pour chaque enfant, et il reste 1 quart de disponible. Si on a, comme la dame là, 9 enfants, chaque enfant, donc les 9, doivent avoir au minimum 1/9 des 3 quarts. Il reste 1 quart de disponible. En gros, la famille, il faut être bon en fraction. Non, mais c'est ça, d'accord. Donc, c'est 1 tiers, c'est demi chacun. Voilà, c'est ça. Quand on a 2 enfants? Oui. 2 enfants, au minimum 1 tiers.
Donc au minimum 1 tiers pour l'un et 2 tiers pour l'autre. Parfait. Et on est avec maître Hélène Courroy pour 4 minutes encore et ce sera les toutes dernières ce matin pour vos questions notaires. Marie à Caen, bonjour Marie. Bonjour. Votre Bonjour, question Marie. s'il vous plaît. Alors, moi, je voulais savoir s'il nous donne de son vivant à ses enfants et qu'on donne pas à tous. Je voulais savoir, le jour où on décède, si par exemple, il n'y a plus rien, est-ce que les autres doivent rembourser une partie à celui qui n'a pas eu ou... Et oui. Et alors, la donation de sommes d'argent lorsque ce n'est pas constaté dans un acte notarié, ça peut être dramatique. Parce que non seulement ceux qui ont eu de l'argent doivent refaire les comptes avec ceux qui n'ont rien eu, mais en plus, on tient compte de l'utilisation faite de la somme d'argent. Ah bon? Ça veut dire que si vous avez donné de l'argent à un enfant pour qu'il puisse acquérir un bien immobilier, donner un petit coup de pouce, et qu'avec cet argent, ça lui a permis de financer les frais de notaire, 20% par exemple. de Oui. la prix d'achat. Et ben au jour du décès des parents, ils doivent la valeur de 20% de la maison, valeur actuelle de la maison. On a un exemple qui est très concret à Caen, rapidement. Un monsieur qui avait pas mal de sous, qui a donné 150 000 € à l'un de ses 3 enfants pour créer sa pharmacie, en disant je donnerai aux autres plus tard. Le plus tard n'est jamais arrivé. Au jour du décès du papa, la pharmacie, elle valait 1,5 million. Le pharmacien, il a fallu qu'il vende pour reverser 500 000 à chacun de ses frères et sœurs. Mais s'il y a donation et que finalement on ne sait pas ce qu'est devenu cet argent. C'est tout le problème des donations qui sont pas constatées dans un acte notarié, c'est sur déclaration. Le seul moyen pour éviter ça, c'est de donner à tous les enfants en même temps, constaté dans un acte notarié. À tous les enfants en même temps, pas forcément la même somme. Mais pour que le montant qui soit donné soit figé et qu'on n'y revienne pas, il faut que chacun ait quelque chose. Moi, ça m'est arrivé d'avoir plusieurs enfants dans une fratrie, les parents qui donnent à l'un parce qu'il y en a un qui a besoin au moment et pas aux autres, mais ils prévoient de donner aux autres plus tard. Celui à qui on prévoit de donner 30 000, on lui donne 30 000. Les autres, on leur donne 1 euro. Ils reconnaissent avoir reçu 1 euro. Et ils reconnaissent la donation pour l'autre. Ils reconnaissent la donation pour l'autre. Et puis, dans plusieurs années, on fera donation à un autre des enfants, et puis ainsi de suite. Mais ça permet au moins que celui qui a eu 30 000, on lui donne 30 000, et la valeur des 30 000, elle est figée. Il ne devra pas réintégrer en fonction de l'utilisation qu'il en a faite. Est-ce que c'est clair pour vous, Marie? Oui, c'est clair. Bon, voilà. Maintenant, à voir de votre côté. Les dangers du don manuel. Merci à vous, Marie. On vous souhaite une excellente journée à Caen. Merci. Merci, car on doit déjà s'arrêter là.